L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la Scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous. On enchaîne avec cette deuxième table ronde de la journée qui est dédiée à manger demain. Et on va parler des aliments à venir, des aliments du futur qui sont pour certains déjà le présent. Je voulais revenir sur le fait qu'on vient de commercialiser à Singapour le premier poulet in vitro. Et donc c'est une première dans la commercialisation de ce genre de produit. Et des millions d'euros sont investis dans des technologies comme ça, dans la food tech aux États-Unis notamment. Mais nous, on a voulu prendre le contre-pied quand on pense alimentation du futur. On n'a pas envie de penser à des poulets in vitro ou à des poudres d'insectes. On a plutôt envie de mettre en avant des personnes qui font des produits pas ou peu transformés, simples, millénaires, et qui ont surtout un haut potentiel nutritionnel. Donc l'alimentation est la première médecine, et ces aliments sont des alicaments pour certains. Ils soignent, ils nourrissent, et ils sont en plus bien cultivés, bien produits dans le respect des humains, dans le respect de la terre, dans le respect des ressources. Je voulais faire un petit sondage dans le public. Qui parmi vous a déjà mangé des algues vivantes ? Certains connaissent ces algues vivantes. Qui parmi vous a déjà mangé du tofu français? Ok, pas mal. Et qui parmi vous a déjà mangé des champignons qui ont été cultivés dans un ancien parking? Quelques-uns, ok. Et bien ça tombe bien, ça va être le sujet de notre table ronde. Je vais vous présenter mes intervenants. Jean-Marie Pédron, cueilleur d'algues professionnel pour les restaurants gastronomiques notamment étoilés, mais pas que. Derrière l'entreprise Les Jardins de la Mer, au Croisic, en Bretagne. Bienvenue, merci d'avoir fait le déplacement. Merci Lorraine, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Jérémy Jacquin, cofondateur de la Tofouterie, installé dans les Yvelines, qui cultive et transforme du soja bio et souhaite inonder le marché de la restauration collective à grands coups de crème dessert végétale. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Lorraine pour l'invitation. Et Jean-Noël Gertz, cofondateur de La Caverne, qui cultive des endives, des pleurotes, des shiitakes et des champignons de Paris, à Paris. Exactement, dans le 18e et dans le 19e arrondissement. Dans des anciens parkings, exactement, ouais. Transformés en ferme urbaine productive. Exactement, ouais. On distribue beaucoup auprès de la restauration collective, donc on a vraiment une vocation alimentaire. C'est pas... Dans le livre intitulé Manger demain de Frédéric Ouallet, qui était là à la table ronde précédente, on peut lire « Ni les fermes verticales, ni la viande in vitro, ni les insectes ne répondront aux besoins alimentaires des humains dans les années qui viennent ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? Je peux répéter la question. Ni les fermes verticales, ni la viande in vitro, ni les insectes ne répondront aux besoins alimentaires des humains dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui répondra alors aux besoins? Les algues, les champignons? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réponse monolithique. On peut apporter plusieurs types de réponses à cette question. Mais une chose est sûre, chaque année, non, je crois que c'est chaque jour, il faut nourrir 250 000 personnes de plus sur cette planète. Ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà de la problématique de la qualité, il y a aussi une question de volume, tout simplement. Il faut de la matière, et avant qu'on soit en mesure de maîtriser certains les insectes ou toutes ces choses-là, il va s'écouler du temps. Alors que certains aliments, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, certains aliments comme les algues, tout de suite peuvent être produites en gros volume. Mais évidemment, il n'y a pas que les algues, mais les végétaux en général, certainement, qui ont une croissance très rapide, qui permettent de produire des biomasses en un temps record. Et puis évidemment, on va s'intéresser à celles qui ne nécessitent pas d'intrants, qui ont un impact environnemental très faible. Je crois que c'est ça qu'on doit aussi rechercher. Je crois que je vais laisser la parole à mes voisins. Oui, moi je partage tout à fait ton point de vue. La ressource terrestre, enfin l'espace, moi je parle en espace. L'espace est limité, l'espace agricole, la mer, tout ça c'est limité. Et pour nourrir cette population croissante, il va falloir chercher des choses qu'on, entre guillemets, un gros mot, un rendement intéressant en termes de protéines et de capacité à nourrir notre population. Donc moi je défends le soja, qui est une plante incroyable qui
de par ses nodosités dans ses racines, permet de enrichir la terre en azote. C'est comme toutes les légumineuses, qui est très riche en protéines. Et en passant du soja à l'homme sans passer par l'animal, on économise énormément de surface agricole, on économise énormément de notre impact sur l'environnement, le CO2. Sans passer par l'animal, tu fais référence au soja qu'on importe souvent du Brésil pour l'alimentation bovine. Voilà, exactement. 80% du soja sert pour l'alimentation animale. Et la grande partie vient du Brésil et c'est OGM. Voilà, donc nous on propose, on fait pousser du soja en France. En Île-de-France même. En Île-de-France même, nous sur notre ferme, on fait pousser du soja. C'est notre ambition de faire pousser du soja, de le transformer et de le vendre au restaurant, à la restauration collective de manière universelle, à moindre coût du fait que ce soit simple, que ce soit directement du produit à l'assiette et que ce soit bon, que ça plaise aux enfants. Cette question, je voulais revenir à cette question du volume. Une question pour toi, Jean-Noël. Toi, tu fais, j'ai les chiffres là, 1 tonne de champignons de Paris par semaine, 30 tonnes de pleurotes et shiitake par an, 60 tonnes d'endives par an. Donc c'est pas rien. On peut à la fois combiner agriculture urbaine et volume, parce que souvent l'agriculture urbaine est associée à l'agriculture un peu récréative, de démonstration, de sensibilisation. Mais en fait, ça peut aussi être productif et nourrir vraiment. Alors, nous, on est une exception dans le milieu, clairement. On est sur une niche, en l'occurrence le champignon, qui se nourrit de déchets. Et l'un des points communs avec mes collègues, c'est qu'on se base sur la ressource. Et nous, on travaille sur des déchets. Ta production peut être une ressource pour la mienne, et réciproquement. Le soja, avec du champignon, on peut faire du tempeh. Tous ces déchets-là peuvent être recyclés par nos productions réciproques. L'année prochaine, vous venez avec du tempeh aux algues, alors. J'ai hâte de goûter. C'est ça, exactement. Ouais. On peut imaginer plein de choses. Ouais. Donc, nous, on a tous une empreinte carbone très faible. C'est là-dessus qu'on se base pour élaborer nos produits, nos itinéraires de culture, nos itinéraires de nos circuits de distribution. Que ce soit dans la mer, sur des terrains qui sont aujourd'hui inexplorés. On a 250 000 personnes à nourrir de plus régulièrement. Ça va aller encore en augmentant, en accélérant. Donc où est-ce qu'on va chercher cette possibilité de ressources, ces nouveaux espaces qui consomment très peu d'énergie? C'est par exemple sur les algues ou sur les champignons. Voilà. Pour donner un chiffre assez éclairant... Oui. Pour donner un chiffre assez éclairant, il y a une étude qui a été menée qui montre que pour nourrir, aujourd'hui on est 7 ou 8 milliards d'individus sur la planète, en 2050 je crois qu'on sera à peu près 10 milliards, et dans les 50 prochaines années, disons, oui c'est ça, il va falloir produire autant de nourriture qu'au cours des 10 000 ans passés. Donc effectivement cette problématique alimentaire elle est énorme, et puis il ne faut pas traîner à la régler. Mais je crois comprendre que ce n'est pas tellement le volume qui est... Enfin, disons qu'on produit suffisamment, d'ailleurs on jette 30% de ce qu'on produit, mais par contre il y a quand même encore des millions de personnes qui souffrent de faim, alors qu'on est... Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que le nombre de personnes n'est pas... Enfin en fait on a la quantité suffisante, c'est aussi une histoire de redistribution, de marché, de spéculation sur le blé, enfin, c'est un peu un autre sujet, mais... On a la ressource, on a ce qu'il faut pour nourrir les gens. C'est aussi une histoire de redistribution et de comment on atteint ces marchés et comment on fait pour ne pas jeter. Effectivement, on se rend compte qu'il y a une perte considérable de nourriture qui pourrait être utilisée. Il y a une perte considérable de nourriture qui pourrait être recyclée. Effectivement, c'est peut-être pas c'est pas un seul lieu, enfin, on va pas en débattre aujourd'hui effectivement, mais il y a une très mauvaise répartition de la nourriture, de l'alimentation, mais également on utilise peut-être mal certains potentiels naturels. Et après, au-delà du volume, encore une fois, effectivement, il y a la qualité de la nourriture que l'on donne. J'ai vu là, il y a un stand avec de la spiruline de l'autre côté que je vous invite à aller voir. Je ne les connais pas, mais la spiruline, c'est quelque chose que je connais bien depuis longtemps. Depuis au moins 25 ans. De la famille des algues aussi? Oui, mais alors la spiruline c'est une algue, mais c'est une microalgue, et encore c'est même une cyanobactérie, enfin c'est pas tout à fait une algue, on a du mal à la classer, mais quoi qu'il en soit, la spiruline que tout le monde connaît plus ou moins,
En fait, elle doit sa popularité aux ONG qui en ont fait un aliment un peu survie pour des populations souffrant de malnutrition. Et il suffit globalement, hein, je résume, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais il suffit de donner 4 ou 5 cuillerées à soupe de spiruline à un enfant qui n'a rien d'autre à manger et il va pouvoir s'en sortir en gros, quoi. Donc c'est pas que des super aliments qu'on met dans son mixeur, dans son blender avant d'aller au yoga. Et ça peut aussi s'adresser à des populations qui souffrent de malnutrition, c'est ça que vous voulez dire? Alors à la base, la spiruline, ça a été ça, jusqu'à ce que l'Occident ou les pays riches s'en emparent pour en faire effectivement un complément alimentaire. Mais ça ne fait que masquer la manière dont on se nourrit, c'est-à-dire assez mal. On crée nous-mêmes nos carences par le stress, par le manque de temps qui fait qu'on va consommer prioritairement des aliments transformés, ce qui est une erreur. Il faut se donner le temps. Bien se nourrir, c'est aussi une question de temps, c'est pas une question de moyens, on le sait aussi. Il faut aller chercher le produit brut et avoir envie de le travailler. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a cette envie, il faut la créer. Jérémy, vous souhaitez montrer qu'il y a une alternative souhaitable aux protéines animales avec un produit qui est en cours de développement, la crème dessert à base de soja, de lait soja francilien. Et donc j'ai lu qu'avec 50 tonnes de crème dessert végétale, ce qui est votre objectif, je crois, journalier, vous souhaitez substituer les produits lactés pour la restauration collective et ça ferait des économies de 115 tonnes de CO2 par jour, ce qui est considérable. Pourquoi avoir choisi ce produit en particulier, la crème dessert? Et pourquoi vous attaquez au marché de la restauration collective? Alors la restauration collective, dans l'équipe, nous sommes 5 et on est très attachés à cette universalité de la nourriture et de ne pas vous garder un aliment intéressant seulement à une élite. Du coup, la restauration collective, ça nous semblait une évidence. En plus, on souhaite, notre produit est relativement... et n'est pas surtransformé, je veux dire relativement simple, mais il n'est pas surtransformé, ce qui permet de faire des gros volumes rapidement et de satisfaire la demande de la restauration collective. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la loi Egalim qui a été reprise après par la loi Climat Résilience l'année dernière et qui veut restructurer la restauration collective et en particulier en s'attaquant à l'animal et en passant sur du végétal. Et avec des objectifs, des pourcentages de produits labellisés, durables. Exactement. D'ailleurs, on est un peu à la ramasse là-dessus. C'est 6,6% en 2022 de produits durables qu'on a atteint au lieu de 20% qu'on était censé atteindre. Oui, et d'ailleurs, la restauration collective est un peu désemparée, elle cherche des solutions. Et on travaille avec eux parce que voilà, la restauration collective, c'est pas non plus simple dans la mesure où il faut proposer un produit qui soit facile à distribuer. On ne peut pas proposer, le personnel de cantine ne va pas pouvoir loucher à la poche à douille 200, 300 crèmes dessert. Le packaging en yaourt plastique, ça va être abandonné 2025. Parce que ce que vous voulez, c'est le distribuer en vrac aussi, c'est ça? Exactement. C'est faire en sorte que ce ne soit pas donc des petites desserts individuels, ça vient comme on faisait avant. Avec du fromage blanc, voilà. Comme on sert du fromage blanc dans des ramequins en verre qui seront lavés sur place à la cantine, comme ils le font déjà. Voilà, donc c'est vraiment cette... donc, pas de déchets, enfin, on limite les déchets, on limite le gaspillage parce qu'on propose un produit qui est bon. C'est très important. D'ailleurs, cette loi Egalim, elle vraiment fait la guerre au gâchis dans la restauration collective. Et c'est pas facile. Et nous, on lutte aussi. On propose des produits végétaux, un produit végétal qui répond à cette demande en fait. Voilà, cette demande en restauration collective. Jean-Noël, tu voulais rebondir? Alors, quand on parle de la restauration collective, implicitement, ça veut dire qu'on va s'adresser aussi aux enfants. Voilà. Donc, leur faire découvrir les champignons, demain les algues, le soja. Ce seront les chefs cuistots de demain. On structure les modes de consommation alimentaire durable de demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Toi, c'est un marché que tu adresses aussi? C'est un marché qu'on adresse, absolument. Avec les endives un peu plus compliquées, les champignons de Paris, ça a marché un peu plus facilement.
Dans les algues, ça va arriver un jour. On peut imaginer que nos enfants, que demain mon fils, il pourra avoir des algues à la cantine à l'âge de 7 ans, par exemple. Quand on parle du futur, c'est ça le sujet derrière. Avec des productions à très faible empreinte carbone qui sont relocalisées et qui créeront des emplois aussi pour ce public-là. Voilà. Je voulais revenir sur vos parcours personnels, parce que ce qui vous lie aussi, c'est que vous êtes reconvertis tous les trois dans les métiers que vous exercez. Tu étais dans la marine marchande avant de te lancer. Jean-Noël, tu m'as dit que tu faisais tout autre chose aussi. Jean-Marie, tes parents étaient dans le milieu, tu as quand même baigné dans le milieu, mais tu étais installé au Croisic, réinstallé un peu tardivement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été pionniers de l'aquaculture en France au début des années 70. Mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai évolué dans le monde des grands aquariums, notamment celui de Lyon dont je m'occupais il y a une quinzaine d'années. Mais effectivement, c'est un retour aux sources, et ça correspond, j'en suis sûr, comme mes deux collègues, à un besoin de vivre ces valeurs au quotidien et puis aussi de les transmettre. Ouais. C'est exactement ce que vous m'avez dit tous les trois quand je vous ai appelé. C'était un besoin de sens, un besoin d'alignement aussi dans vos métiers, de mettre en adéquation ce pourquoi vous vous battez et la raison pour laquelle vous avez envie de travailler. Est-ce que, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des personnes qui, comme vous, s'engagent et en font leur métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idéalisation des métiers agricoles et des métiers de ces métiers-là? J'imagine que votre quotidien, c'est pas que ce qu'on peut voir, notamment Jean-Marie sur ton compte Instagram qui est assez suivi. Je vous invite à le suivre, Jean-Marie Pedron, parce que on peut voir vraiment des couchers de soleil magnifiques, des moments où tu vas cueillir les algues, mais aussi les côtés plus difficiles, les côtés où tu es sous la pluie en hiver, où tu cueilles, où tu dois travailler dans des conditions compliquées. Ma question, c'est est-ce qu'on n'idéalise pas parfois ces métiers-là? Certainement que si, avant de laisser... Oui, c'est certainement. Moi, là, aujourd'hui, j'ai des chaussures, mais sinon, quasiment toute l'année, tous les jours, j'ai des bottes dans les pieds. Je suis producteur. Je ne suis pas revendeur. Tout ce que je vends, c'est ce que je cueille. Ça, c'est important aussi, comme mes deux confrères. Effectivement, ce sont des métiers passion, il faut le dire. Si j'étais pas passionné, j'aurais arrêté depuis longtemps parce qu'on travaille quasiment tous les jours. En ce qui me concerne, je prends quasiment pas de vacances, mais par contre, je sais de quoi je parle. Je suis sur le terrain en permanence. En même temps, nous sommes en lien avec des organismes scientifiques, avec ce petit monde de la restauration gastronomique également. C'est un métier qui crée, j'en suis sûr, pour Jérémy et Jean-Noël, qui crée beaucoup de liens avec nos clients. Ce lien-là, il n'a pas de prix pour moi, de discuter avec des chefs, d'élaborer même parfois des plats ensemble, faire du sourcing pour eux. Il y a beaucoup d'affectifs dans nos métiers parce qu'on sait pourquoi on le fait. Pour nous-mêmes, évidemment, pour donner un sens à nos vies personnelles, parce que c'est autant des projets de vie que des projets professionnels. Et puis, même si ça paraît prétentieux de le dire, on a quand même cette idée tous, je pense, je parle sous votre contrôle, d'apporter quelque chose à la collectivité, à la communauté humaine dans laquelle nous vivons. Parce que le monde aujourd'hui est un peu en perdition. Donc il faut s'appuyer sur des choses stables qui vont aussi faire le monde de demain. Et puis ce lien aussi entre les générations, il est essentiel. Tu parlais des enfants tout à l'heure. Nous, quand on accueille des élèves de maternelle pour des animations algues, parce que depuis presque 30 ans, on accueille des groupes. On l'a fait dans les aquariums, on le fait toujours à la ferme parce que la transmission, c'est essentiel. Les enfants de maternelle, sur une classe de 25, il y en a 18 qui vont aimer les algues. Il y en a 5 ou 6 qui ne vont pas du tout aimer, mais il y en a 3 ou 4 qui vont revenir 5 ou 6 fois piocher dans le caviar d'algues, parce qu'on fait un caviar d'algues qui est connu dans le milieu. Bref, donc tous ces nouveaux aliments, quand ils sont faits avec le cœur, je pense aussi, et de façon vertueuse, ils vont forcément toucher leur cible. Vous vouliez rebondir l'un ou l'autre sur cette question de la difficulté du métier? Nous, la Tofouterie, on est plus des acteurs industriels. On souhaite, on investit dans une usine de transformation de soja à gros volume.
Bien sûr, on est ultra local, on est Île-de-France, voire même Yvelinois, on est francilien Yvelinois. On travaille avec des agriculteurs de l'Essonne qu'on rencontre. Nous, on a notre culture aussi dans la ferme qui n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'on discute autour de nous. On cherche à structurer la filière soja, donc travailler avec les agriculteurs pour que le soja soit un peu plus mis à l'honneur, en tout cas, et structurer vraiment une activité agricole autour du soja. Après, nous, dans notre usine, on le transforme, on travaille avec nos clients, c'est les acteurs de la restauration collective, donc on les reçoit pas tous les 4 matins comme au marché. Voilà, une fois qu'on a notre marché, on a notre marché. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est que quand je travaille et quand je transforme mon soja, je sais que je fais du bien à la planète. Je sais que je fais du bien aux enfants. Je sais qu'on va pouvoir continuer à vivre en ayant moins de stress en tout cas, parce que le stress est toujours présent sur est-ce qu'on va pouvoir se nourrir demain. Voilà. Jean-Noël, tu avais quelque chose à ajouter ? Alors sur la difficulté du métier, donc il y a l'idéal romantique agricole. On a un peu compris maintenant que c'est assez du bullshit vu les problèmes qui touchent la majorité des filières agricoles françaises en termes de rémunération, de conditions de travail, de ressources humaines, matérielles, techniques, énergétiques. C'est très compliqué. On se rend compte que nous, sur nos méthodes, on arrive, malgré toutes nos difficultés, à être plus résilients face aux crises très régulièrement. Donc ça nous encourage à continuer. Voilà. On ne sait pas si on sera là encore dans 15 ans, mais on se dit, ouais, c'est la bonne voie. Parce que vous êtes moins dépendant des aléas climatiques en étant dans une caverne. Ou alors moins dépendant des aléas d'engrais ou de flux énergétiques. Moins dépendant à l'extérieur. Voilà, moins dépendant de l'extérieur en général. Ouais. La question maintenant de la santé, les 3 produits n'ont pas été choisis au hasard, ils contiennent des bonnes quantités de protéines, de vitamine D, de vitamine B12. Est-ce que vous pouvez dire un mot chacun sur en quoi vous produisez des alicaments, comme je disais en introduction ? Alors, je garde le micro. Le champignon, c'est beaucoup plus proche de l'être humain que de la plante. Ce n'est pas un végétal. Il faut se dire que le champignon, vous prenez, les Anglais sont bien en avance sur nous, ils font des pubs à la télé là-dessus. Vous prenez un champignon brun ou blanc, vous le mettez au bord de votre fenêtre, 45 minutes, il va vous faire votre dose de vitamine D journalière. Voilà, il va travailler à votre place. Donc 50 grammes, nous en tout cas nos pleurotes à Paris, 50 grammes de champignons, ça fait votre dose de vitamine D journalière. Voilà. Ce qui est pas mal pour des Parisiens en mal de soleil. Ce qui est pas mal pour des Parisiens, ce qui est pas mal pour les 2 tiers des Français au moins. Qui est pas mal pour tous les gens qui sont en besoin, pour toutes les femmes enceintes, pour plein de gens. Bon, après, il y a plein d'autres bienfaits, mais la vitamine C, tout le monde en a conscience qu'on en a besoin et c'est très facile à obtenir. Vitamine D. Ouais. Vitamine D. Next. Jean-Marie. J'ai appris quelque chose, merci Jean-Noël. Alors les algues, en fait, on peut dire que ce sont de vraies bombes nutritionnelles. Elles sont très riches en vitamines, on vient de le dire, notamment la vitamine B12. On l'a rappelé tout de suite, mais beaucoup d'autres vitamines. Alors qu'on croit, il y a une idée reçue sur l'alimentation végétale qui dit qu'on ne peut jamais trouver de la B12 dans l'alimentation végétale. Non, on la trouve quasiment pas dans le monde végétal terrestre. Par contre, elle est présente dans certaines algues. La B12, elle est notamment impliquée dans le bon fonctionnement du cerveau. On trouve énormément de micronutriments et beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de minéraux. Je reviens aux vitamines, elles ne sont pas toutes synthétisées par l'organisme, donc il nous faut des apports extérieurs. Elles sont très riches en oméga 3 et en oméga 6 avec un rapport assez idéal. Elles sont très riches en fibres, c'est-à-dire qu'elles vont grandement faciliter la digestion. On l'a constaté aussi pour les bovins. Il y a de la dulce que je vous ai apporté. Oui, je pense qu'on peut, pas à montrer, voilà, c'est le moment de montrer. Alors, attends. Ça, c'est une algue rouge. Vous savez que, pour simplifier, il y a 3 types d'algues. Si on veut les classer par leur couleur, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Ça, c'est une algue rouge qui est très très riche en antioxydants. Manger de la dulce, dulce. Okay, c'est Palmaria palmata, donc, parce qu'elle est palmée. Donc voilà, toutes ces algues sont très riches en fibres. Elles sont riches également en minéraux. Alors, le spaghetti de mer, je ne le déroule pas parce que là, il faut 1,50 m de long en ce moment. Si on veut se faire des colliers, des perruques aussi, ça marche. Voilà, c'est un véritable légume extrêmement riche en minéraux.
très riche en fibres également. La richesse en Tu les protéines. accueillis quand, celles-là? Ça, c'est avant-hier. Avant-hier. C'est la grande marée en ce moment, donc on en profite parce qu'on va aller assez loin les chercher, là où les eaux sont fortement oxygénées, assez fraîches. Spaghetti de mer, c'est un véritable légume. Au printemps, ça se mange avec comme ça, cru. On pourra venir. Oui, le vous public pourrez pourra venir goûter à la fin dulce. de la table ronde. Mais en gros, le curseur, il monte. Tu parlais de la quantité de vitamine D. La laitue de mer, qui est souvent décriée parce que les médias l'ont un petit peu diabolisée au travers du phénomène des algues vertes, la laitue de mer, c'est 8 à 10 fois la teneur en vitamine C de l'orange. C'est 10 grammes de laitue de mer, vous avez votre dose de calcium pour la journée. C'est riche en fer, en magnésium. C'est étonnant la richesse de ces algues. Et oui, je disais que la dulce, on l'appelle aussi le goémon à vache. Parce que dans les années 50, on envoyait les vaches brouter de la dulce, dont on a calculé, enfin mesuré, qu'elle est aussi riche que l'avoine. Donc c'est une ressource de protéines qui n'est pas négligeable. On a besoin de protéines pour nourrir la planète. Et le nori, pour ne citer que le nori, nori ça veut dire algue en japonais. Le nori, c'est jusqu'à 40% de protéines. Donc là, on fait jeu égal avec le soja. Voilà, sauf qu'effectivement là on a un soja vertueux alors qu'effectivement la plupart du temps le soja malheureusement est OGM. Donc il y a des propriétés, pour chaque algue il y a quand même des propriétés. Oui, chaque algue a ses propriétés et puis les propriétés vont varier en fonction du lieu où on va les cueillir et en fonction de la saison. Là, Il y a une saisonnalité de l'algue. Oui, il y a des algues toute l'année mais ce ne sont pas les mêmes au fil des saisons. Sur les 700 algues qui sont recensées sur le littoral français, sachant qu'il y en a moins de 20 qui sont autorisées à la consommation, mais en réalité il y en aurait beaucoup plus. La législation française est en retard par rapport à la réalité et à l'intérêt de ces végétaux aquatiques. Je vais passer la parole à... Oui, maintenant, au lieu de donner des algues aux vaches, on préfère leur donner du soja brésilien, pourquoi pas en fait. Ok, donc d'un point de vue soja, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues par rapport au soja. Il y a beaucoup de... Voilà, il y en a qui disent que ça apporte des... Enfin, il y a des perturbateurs... Comment on dit des perturbateurs endocriniens, que c'est finalement assez controversé. Donc toi, qu'est-ce que tu réponds à ça sur les caractéristiques nutritionnelles du soja? Alors d'abord pour mettre en balance justement la balance bénéfice-risque, déjà en parlant du bénéfice, le soja oui c'est 40%, hein, c'est 40 grammes pour 100 grammes de protéines. Donc c'est très riche en protéines. C'est facile, ça se cultive à grande échelle. On n'a pas besoin d'ajouter d'engrais, puisqu'on n'a pas besoin de rajouter d'azote pour faire pousser du soja. Et ça, aujourd'hui où le gaz devient de plus en plus rare et cher, ne pas avoir besoin de gaz pour faire d'ammonitrate, c'est quand même... qui est un composant des engrais qu'on utilise. Oui, c'est ça. L'ammonitrate, c'est l'azote qu'on rajoute, c'est les petites billes bleues qu'on rajoute dans la terre pour faire pousser les végétaux. Le soja, comme toutes les légumineuses, n'en a pas besoin. Donc ça veut dire qu'en faisant pousser du soja dans nos champs, à la place du blé, où on arrive à enrichir notre terre avec une rotation des cultures évidemment, et on arrive à en avoir en abondance. Pour rebondir sur le soja peut être décrié sur, on dit oui, il consomme, bon déjà le soja participe à la déforestation. Bah, moi mon soja en France il participe pas à la déforestation, voilà, donc ça c'est simple. Le soja c'est des terres qui sont déjà des terres cultivées et qui sont pas... Voilà, on est en blé, colza, orge comme la plupart des champs de la région, et on fait du soja en plus maintenant. Après, pour ceux qui n'aiment pas les OGM, le nôtre n'est pas OGM, c'est interdit en France pour l'alimentation humaine. Donc voilà, le soja consomme de l'eau. Le soja consomme de l'eau, oui, parce qu'en fait, on le sème au mois de avril-mai et on le récupère relativement tard. Là, on ne l'a toujours pas moissonné. Donc il faut qu'il passe juillet-août. Donc si juillet-août il pleut pas, voilà. Mais cette année par exemple, chez nous en Ile-de-France, on a eu, chez nous en tout cas dans le sud d'Yvelines, on a eu 50 mm d'eau en juillet, donc pas besoin d'arroser, et en août aussi. On n'a pas eu besoin d'arroser cet été. Donc on n'a pas eu besoin d'eau.
Et puis après, sur les phytoœstrogènes, alors ça c'est un gros débat, il y a vraiment deux camps qui divisent. Personne ne s'est mis d'accord, que ce soit au niveau scientifique. Il y a même une méta-analyse qui regroupe 40 études. Et sur cette méta-analyse, la conclusion, il n'y en a pas en fait. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les recommandations de l'ANSES, elles datent d'une étude de 2005. Et même si on respecte ces recommandations qui sont le parapluie, quoi, hein, vraiment, on sort le parapluie en grand, vous pouvez manger, je ne sais plus de tête, mais vous pourriez manger, je crois, 250 grammes de tofu par jour, par personne. Ce qui est déjà considérable. Ce qui est déjà considérable et ce qui ne sera pas atteint. Donc vraiment... On peut en manger tranquille, surtout si c'est du francilien et bio. Exactement. Et puis les phytoœstrogènes, ça se contrôle. On les mesure. Nos clients sont au courant de la quantité et on respecte les recommandations, même si c'est sûr qu'elles sont vraiment, je le redis, c'est le parapluie, quoi, hein, c'est le grand parapluie. Tu as amené du soja de ta production ? C'est ça, alors ça c'est le soja de nos chambres, c'est vraiment comme le haricot. Ça ressemble à des edamame, ceux qui sont adeptes de la cuisine japonaise, mais en plus petit, les fèves sont plus petites, je trouve, que celles qu'on mange dans les restos japonais. Mais c'est le même genre, donc je ne sais pas si vous aviez déjà vu du soja frais, mais ça ressemble à ça. Un petit haricot un peu poilu comme un kiwi. Et à l'intérieur, il y a les fèves qu'on mange, on les blanchit et on peut les manger comme ça, c'est ça ? C'est ça, on les cuit à l'eau, là, et là c'est ce que j'ai fait, donc elles sont comestibles, elles sont cuites. Là où en effet il est petit parce que je l'ai récolté cette semaine et il n'est pas mûr en fait, enfin il n'a pas encore fini de grossir, on fera la moisson dans 3 semaines. Ok, donc ça c'est pas sa taille finale, c'est parce que je t'ai demandé d'en prendre, alors tu t'es dit tu vas en... Exactement. Enfin, on espère qu'il va grossir. On va passer aux questions. Si vous avez des commentaires à faire sur notre discussion, si vous avez des interrogations à propos de l'un ou l'autre des produits ou du métier exercé, j'arrive. C'est une question pour Jérémy. Pourquoi avoir choisi de commercialiser le soja sous forme de crème dessert plutôt que sous forme de tofu pour les collectivités ? Alors la société s'appelle la Tofuterie parce que c'était l'objectif initial de faire du tofu. On a fait notre petite étude de marché et aussi des investissements que ça nous aurait coûté. Le tofu, la restauration collective, elle n'est pas encore tout à fait prête à la consommer. Les chefs cuisiniers qu'on a rencontrés, ils ne sont pas encore tout à fait formés. Donc on pense que la restauration n'est pas tout à fait prête, mais avec eux on travaille bien sûr, quand ils viennent à la ferme et qu'on les rencontre, on leur fait goûter du tofu. Ils adorent, mais nous on a passé du temps à le cuisiner et donc en fait eux ce qu'ils nous demandent c'est de leur vendre du tofu qu'on aurait transformé nous-mêmes. Moi je préfère qu'on fasse la cuisine dans la cuisine plutôt qu'on fasse la cuisine chez moi, enfin dans mon usine. Et donc je préférerais leur donner un livre de recettes et qu'ils apprennent à le faire eux-mêmes. Voilà. Et ça va venir. Et la deuxième raison, c'est en termes de complexité. Faire du tofu, c'est un process un petit peu plus compliqué, et en particulier au niveau du conditionnement. Parce que quand on réfléchit à un produit, c'est bien, on a notre produit qu'on peut faire dans un restaurant gastro ou dans un restaurant tout court, mais faire de la restauration collective, c'est tout autre chose. Il y a la chaîne du froid à respecter, il y a des DLC qu'il faut qu'ils soient intéressantes pour eux, et un conditionnement aussi qui soit pratique. Ça veut dire que faire des blocs de tofu dans du papier plastique sous vide, ça demande un peu d'investissement pour nous, mais pour eux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous on fait de la crème dessert qu'on conditionne en fait dans des poches type cubi de vin, avec un embout particulier qu'on a développé, et le personnel de cantine, la poche n'est pas trop lourde. Il faut penser à toutes ces contraintes, parce que si on fait 5 kilos à bout de bras, ça risque d'être un peu lourd. Donc on fait des poches de 1 ou 2 kilos, et le personnel va le loucher dans les ramequins en verre type celui-là, celui qu'on connaît tous à la cantine. Et ça répond à leurs exigences. Nous, techniquement, on le stérilise, tout est possible. Voilà. Est-ce
qu'il y a une autre question dans la salle? Qui a levé la main en premier? Merci. Alors moi j'avais une question pour Monsieur Pedron, Jean-Marie Pedron, par rapport à la... Je me demandais aujourd'hui donc les récoltes d'algues, est-ce que c'est de la récolte en pleine mer, sauvage, ou est-ce que c'est des cultures? Et si c'est de la culture, est-ce qu'il y a déjà des réglementations par rapport à l'utilisation justement des engrais, de tous les produits utilisés? Est-ce que c'est soumis aux réglementations bio? Enfin voilà, où on en est un petit peu par rapport à la culture et la récolte. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. En ce qui me concerne, je vais y répondre. En ce qui me concerne, pour l'instant, c'est de la cueillette sauvage, dans la mesure où on n'est pas sur des volumes très importants. Pour avoir choisi dès le départ, il y a un peu plus de 10 ans, de s'intéresser à la niche des restaurants gastronomiques. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de produire à une échelle industrielle, on n'a pas besoin de sortir de grosses quantités. En même temps, c'est intéressant comme modèle économique parce qu'on va très très bien valoriser le produit et on va surtout, de par nos cueillettes qui sont très raisonnées, ne faire peser sur la ressource qu'une pression très faible, très légère. Voilà. Bien entendu, l'avenir, c'est la culture. On en est persuadé. On a déjà fait des essais en ce sens. On a un partenariat avec la Fac des sciences de Nantes qui va nous permettre d'avancer. Et puis surtout, on est installé, si vous voulez, pour vous décrire un peu les choses. Moi, mon entreprise, elle est située sur une ancienne saline, celle de mes parents, parce que c'est les derniers paludiers du Croisic, qui sont en retraite depuis longtemps, mais c'est un site de 7 hectares avec des plans d'eau. Et donc demain, si on veut, et puis de grandes infrastructures, donc même si c'est une petite entreprise, nous sommes moins de 5, mais demain, on peut faire de l'algoculture aussi bien en bassin qu'en mer, en accord ou en partenariat, par exemple, avec les pêcheurs locaux. Donc l'avenir, oui, c'est l'algoculture. En ce qui concerne l'aspect réglementaire, les aspects réglementaires, alors effectivement, moi, en ce qui me concerne, je suis le premier à avoir obtenu une autorisation de cueillette des algues en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire. Mais c'est une autorisation qui est donnée pour la récolte d'algues de rive. C'est-à-dire que je ne vais pas en pleine mer, je ne peux pas le faire avec un bateau comme ça se passe en Bretagne, où les techniques d'ailleurs de cueillette sont assez destructrices, il faut le dire aussi, quand on utilise le Scooby-Doo des bateaux qui arrachent tout, alors que nous on cueille au ciseau, on est un petit peu comme si vous voulez ceux qui récoltent ou ceux qui pêchent les coquilles Saint-Jacques ou les ormeaux dans la Rance, hein, qui pêchent en plongée. On cueille les algues une par une, mais cette autorisation, donc, elle est donnée donc, pour une récolte qui se fait à pied sec. Il y a d'autres autorisations qui sont données en Bretagne pour aller les pêcher en bateau, mais ça, c'est pas ce qu'on a demandé. Quant à la certification bio, puisque je crois que vous avez un peu sous-entendu cette chose-là, alors effectivement, il y a une certification bio pour les algues. Pour moi, c'est un peu une vue de l'esprit. Parce que très franchement, l'océan se moque des frontières. Il y a des courants qui font le tour de la planète. Ça prend parfois plusieurs années, mais en attendant, pour moi, une certification bio, ça me paraît être un petit peu du pipeau. Excusez-moi de parler un peu crûment. Ceci dit, ça existe et c'est basé sur les bonnes pratiques. Sauf que les bonnes pratiques, nous, depuis très longtemps, on les respectait avant l'heure. On respecte quoi? Les rotations de culture. Enfin bon, on ne peut pas faire mieux. Je pense que... C'est-à-dire que quand on quitte une zone de culture, on ne sait même pas qu'on est passé. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On cueille à proximité de la ferme, etc. Mais on est dans un environnement, encore une fois, assez particulier. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments de votre question. Je crois que l'algoculture, pour moi, c'est vraiment important. Je relisais un ouvrage très intéressant, là, justement, qui s'appelle « La révolution des algues », qui donne des exemples d'algoculture récents ou en cours. Alors bon, en Bretagne, il y en a. Je pense à la société Algolesco, par exemple, qui a obtenu des concessions importantes, je crois 250 hectares en mer. Alors si, je me rappelle d'un élément de votre question, est-ce que ça va être simple de cultiver les algues en mer? Est-ce que ça demande des intrants, des choses comme ça? Alors, zéro engrais. Il n'y a pas d'herbicide évidemment, c'est zéro pollution les algues, c'est ça qui est extraordinaire. La croissance se fait très rapidement, vous allez mettre des plantules de wakame par exemple au mois de novembre et vous allez les cueillir en mars-avril. Mais moi qui ai fait des micro-algues, parce que bon, avant les algues je maîtrisais les closeries, nurseries de mollusques, je peux vous dire qu'en 8 jours le cycle est bouclé.
c'est toute la puissance du végétal. Moi, je suis fasciné par la puissance du végétal pour la santé, pour la planète en général. Donc, cultiver des algues en mer, oui, c'est l'avenir. Mais il y a beaucoup de conflits d'usage parce que les pêcheurs ne voient pas l'installation de filières d'un bon œil. Donc là, la réglementation ou les mentalités devront évoluer. Mais quand on sait que l'algoculture ne consomme pas d'eau par définition puisque les algues sont immergées dans l'eau, quand on sait qu'il n'y a, encore une fois, aucun engrais, c'est que du bonheur. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. D'ailleurs, ça se développe. Alors, je pensais à un exemple, c'est Madagascar. Vous avez un exemple d'algoculture qui est vraiment... C'est une algoculture villageoise, éthique, où les gens travaillent collectivement. Ça va exploser. C'est en train d'exploser dans les années qui viennent. Mais en France, on a sous-estimé, ou en tout cas, on sous-exploite les 5500 km de côte que l'on possède. Bonjour. La question elle s'adresse aux 3 intervenants. Je voudrais savoir, selon vous, est-ce que vous pensez comment va évoluer la dynamique de ces aliments futurs? Et une autre question aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle à jouer sur l'éducation nutritionnelle de la population, vu que c'est un peu l'éducation nutritionnelle qui va moduler nos habitudes alimentaires? Et justement, est-ce que ce changement qui va avoir lieu, est-ce qu'il va s'opérer sur 1, 2, voire 3 générations? Est-ce que ce changement il va être proche ou lointain, justement? Alors, on peut en parler, on en a un peu parlé, des enfants, du fait qu'on travaille avec la restauration collective à leur amener des produits nouveaux. On a des stats, il y a des tendances, il y a de la veille là-dessus. On se rend compte que les nouvelles générations consomment moins de viande, travaillent avec plus d'alternatives, vont faire plus attention. Et ça, c'est une tendance de fond depuis une dizaine d'années. Donc le changement, la transition, elle est en cours en termes de régime alimentaire. Nous, on a une très forte demande de nouvelles variétés de champignons de la part des chefs, de jeunes chefs, enfin voilà, d'un peu tout le monde. Vous arrivez à adresser On n'arrive pas, non, on y travaille, donc à ouvrir la mercuriale, le nombre de champignons. Au Japon, vous en avez une dizaine de champignons comestibles, shimeji, nameko, enoki, qui sont régulièrement consommés par toute la population. Et aujourd'hui, ça ne se trouve pas en France. Donc nous, on a une roadmap, en anglais, on va dire, un objectif sur 20 ans de produits à développer et à amener au grand public. Et cette transition, elle est en cours auprès de la population. Moi, j'ai accueilli 300 enfants de 5 ans l'année dernière et j'aurais tous fait manger des endives, d'ailleurs, faut se dire ça. Belle ça, les parents étaient c'est incroyable. Nous, on travaille aussi avec des gens qui font des micro-pousses, des choses comme ça, et très fortes en goût. On se rend compte de la curiosité des nouvelles générations, en tout cas avant l'adolescence, on va dire au moins. Donc il y a un travail à faire encore qu'il faut poursuivre, mais ça arrive. Donc moi je répondrai positivement à la question que c'est en train d'arriver sur 2 générations grand max. 2 générations, ça fait quand même tard. 2 générations, ça veut dire plus de 20-30 ans. Faut espérer que ça change avant. Un élément de complément avant de passer la parole à Jérémy, il y a des associations aussi qui existent comme l'école comestible qui se travaillent d'éducation au goût directement dans les écoles en partenariat avec des chefs. C'est une association qui a été fondée par la journaliste Camille Labro et qui fait un travail génial à Paris, en région parisienne et aussi dans d'autres régions comme en Provence où ils sont bien implantés. Moi j'ai une petite anecdote pour te répondre. C'est je vais souvent dans les collèges et les cuisines centrales aussi pour les primaires. Et par exemple, chez nous, à Rambouillet, il y a la bergerie nationale de Rambouillet qui, avec le lait des vaches de la bergerie, ils font des yaourts. Et je suis allé rencontrer au collège et le chef de cantine m'a dit « Mais moi, j'arrive pas à les écouler, les yaourts de la bergerie nationale. Les collégiens ne les aiment pas parce qu'il y a une petite peau au-dessus, ils trouvent ça trop gras, ils les aiment pas. » Puis après, je suis allé cuisine centrale de Rambouillet, où ils ont aussi en primaire ces yaourts-là. Et là, les enfants, ils ont fini, entre guillemets, en fait, ils adorent ce que m'a dit la responsable de cantine. Parce que, voilà, en fait, ça fait 5 ans que les yaourts sont dans le circuit. Et les enfants en ont eu en CP, ils ont beaucoup aimé. Et là, cette génération qui a passé toute sa primaire à en manger, elle va arriver au collège. Et je suis sûr que dans 3 ans, si je retourne dans ce collège, le chef de cantine, il me dit en fait, les enfants, ils adorent les yaourts de la bergerie nationale. Donc pour moi, ça va même beaucoup plus vite qu'une génération. Par contre, la clé, c'est le goût. La clé, c'est vraiment, vraiment le goût. Parce que on peut penser qu'au collège, au lycée, en tout cas, peut-être il y a des consciences qui s'éveillent.
Moi, je les ai pas trop vus, tu vois. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que parfois, il y a par habitude. Les enfants, ils n'osent pas prendre la nouveauté. Ils ont toujours pris le fromage blanc, ils prendront toujours le fromage blanc. Après, peut-être, il faut leur présenter les produits. Mais après, une fois que c'est parti, c'est bon, quoi. Les enfants, ils vont adorer. Donc le goût, ils en prendront. On va venir une fois en leur présentant le produit, en leur disant goûtez notre crème dessert, vous allez voir, elle est végétale, mais pas besoin de leur parler de bio, de végétal, etc. Goûtez cette crème dessert, c'est nouveau, c'est arrivé cette année, goûtez. Ils vont goûter. S'ils ont aimé, ils en reprendront. Voilà. Un mot de la fin, Jean-Marie, très rapidement. Un mot de la fin, ouais. F-A-I-M, effectivement. Un mot de la fin, F-A-I-M ou F-A-I-M. Je crois qu'il faut donner envie. C'est ça qui est le plus important dans nos métiers d'ailleurs, parce que nous on a cette passion de travailler le produit. À la base, on est essentiellement des producteurs, un peu transformateurs pour toi, mais bon, des producteurs, il faut donner envie. Et effectivement, ce sont les générations qui arrivent qui vont reprendre tout ça en main et qui vont s'attribuer ces nouvelles façons de consommer, de se nourrir en conscience, ça c'est important. Pour revenir très rapidement à l'école, je crois que tout simplement, c'est pas compliqué, soyons pragmatiques, hein, incluant des cours de cuisine au niveau des programmes scolaires, les enfants adorent ça, c'est ludique, effectivement, comme Jérémy l'a dit, quand c'est bon, c'est encore mieux. C'est pas compliqué, c'est juste une question de volonté. Mais j'ai envie de dire en plus aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le choix ? Je crois pas. Il faut avancer parce que c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, c'était passionnant. Et d'être venus de loin pour certains. On sait que c'est d'autant plus important et d'autant plus difficile pour vous de vous libérer. Donc on valorise ce temps avec nous. Merci beaucoup.